Au début de cette histoire, nous rencontrons un jeune homme nommé Takeshi, qui vivait dans une famille complètement folle qu'il détestait tellement qu'il préférait aller à l'école même pendant les vacances, juste pour éviter d'être avec eux. Heureusement, sa petite amie Kurumi l'accompagnait toujours à l'école, et ils étaient tous deux membres du club de duel à l'épée. Un jour ordinaire, juste avant d'entrer au dojo, Takeshi vit une jeune fille blessée tomber d'une pièce voisine. Pris de panique, il tenta de l'aider et l'emmena à l'infirmerie de l'école. Alors qu'elle commençait à reprendre conscience, elle supplia son frère de ne pas la laisser seule et serra Takeshi dans ses bras, le prenant pour quelqu'un d'autre. Il était confus, mais comprit qu'elle avait besoin d'aide. Cependant, lorsqu'il ouvrit les yeux, la jeune fille pointa une arme sur lui, pensant qu'il voulait profiter d'elle. Peu après, sentant ses jambes faiblir, elle tomba sur Takeshi, touchant accidentellement ses lèvres. Effrayée, elle tira sur lui avec son pistolet magique, mais sa visée était si mauvaise qu'elle manqua son tir, même à bout portant. Après avoir réalisé que Takeshi ne cherchait qu'à l'aider, elle se calma et se présenta sous le nom de Muyeba. Takeshi remarqua alors une fumée vive autour d'elle et demanda ce que c'était. Mui s'excusa aussitôt, car s'il pouvait voir la fumée, cela signifiait qu'elle avait commis une grave erreur. Soudain, un papillon noir entra dans la pièce et Mui le détruisit d'un coup de feu, expliquant qu'il s'agissait d'un drone magique envoyé par son frère, qui voulait la tuer. Mui voulut s'enfuir avec Takeshi, mais son frère sombre, Suppa, apparut avec son groupe de sorciers. Lorsque Takeshi tenta de s'échapper par la fenêtre, ils utilisèrent la magie pour le figer. Un homme imposant du groupe le défia en duel et dégaina son épée de bambou. Étonnamment, Takeshi parvint à égaler son adversaire, parant ses coups et lui transperçant même la poitrine. Blessé à son ego, il se rua sur Takeshi de manière incontrôlable, brisant son épée. À cet instant, les pouvoirs magiques cachés de Takeshi s'éveillèrent, lui permettant de prédire les mouvements de son ennemi. Il parvint à esquiver le coup d'un bond et frappa la main de son adversaire, projetant l'épée vers Mui. Elle faillit être touchée, mais la fenêtre se brisa sous l'impact, leur offrant à tous deux une chance de s'échapper. Ils se cachèrent derrière une colonne, où Mui expliqua à Takeshi qu'elle était une mage et que ceux qui la persécutaient l'étaient aussi. Mui s'excusa alors et révéla qu'elle l'avait accidentellement transformé en mage en utilisant sa magie sur lui, puis se mit à pleurer, se reprochant tout. Takeshi la réconforta en lui expliquant que la plupart des mages étaient craints du commun des mortels et gardaient donc leur identité secrète. Elle raconta également que son frère, dans un accès de rébellion, avait rejoint un groupe radical appelé la Caravane Fantôme, dont le but était d'éliminer tous les humains. À ce moment-là, Kurumi, la petite amie de Takeshi, apparut et devint jalouse de la nouvelle. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, l'homme imposant et un garçon ringard du groupe ennemi apparurent pour régler leur compte. Takeshi emprunta l'épée de sa petite amie et lui ordonna de s'enfuir avec Mui, mais le nerd les attaqua tous les deux. Mui ne pouvait pas tirer, alors Kurumi le frappa à la tête avec un lourd livre. Furieux, le nerd ouvrit une mallette remplie de frelons tueurs magiques et les lâcha sur les filles. Quelques secondes plus tard, il se souvint de l'ancienne magie interdisant les combats entre mages dans le monde normal. Après avoir attaqué Mui, la malédiction s'activa et il commença à souffrir d'une douleur insupportable tandis qu'un cercle magique absorbait son énergie vitale. Kurumi finit par entrer en contact avec la magie et, comme Takeshi, se transforma en mage. Grâce à la magie de transformation, elle acquit des années d'expérience en quelques secondes. À ce moment-là, une autre amie délinquante du groupe, nommée Ida, arriva avec une fille du gang ennemi. Il raconta qu'elle l'avait attaquée alors qu'il se rendait au cours de rattrapage, ce qui lui permit de la vaincre. Il fut confus lorsqu'il remarqua que sa main commençait à brûler, signe qu'il avait éveillé des pouvoirs magiques. Pendant ce temps, l'homme imposant observait patiemment, mais, perdant patience, il attaqua Takeshi, le faisant sortir de sa cachette. À cet instant, Takeshi utilisa sa magie de prédiction et parvint à esquiver une attaque puissante. Il prédit le prochain mouvement à travers la poussière et réussit à s'échapper à nouveau. Il ordonna à l'ennemi d'abandonner, mais celui-ci continua d'avancer. Mui lança un sort de soutien, une grenade aveuglante, aveuglant l'ennemi. Takeshi put alors l'atteindre directement à la gorge, qui cracha du sang et mourut. Mui demanda alors à tout le monde de la suivre et les emmena dans un monde parallèle à l'intérieur d'un miroir. Elle expliqua qu'il s'agissait du monde en ruine, aussi connu sous le nom de monde des mages, et Takeshi n'en croyait pas ses yeux. Ce monde était une copie détruite de Tokyo, ravagée par la guerre. Mui conduisit le groupe à l'académie de magie Subaru. Ils rencontrèrent la directrice, Shiju Momoka, une jeune fille de 15 ans forte de 30 ans d'expérience en magie. Elle raconta au nouveau mage la grande guerre magique qui avait éclaté 16 ans plus tôt entre le groupe des Ghost Trailers et les autres mages. Kazuma, le chef des Ghost Trailers et principal ennemi, utilisa un sort divin pour tenter d'exterminer tous les humains. En réponse, 15 puissants mages affrontèrent Kazuma et divisèrent le monde en deux. Le monde détruit émergea grâce au sort, mais le monde des vivants fut préservé. Les deux camps convinrent de poursuivre la guerre uniquement dans le monde en ruine, et le groupe vainqueur aurait le contrôle du monde des vivants. Le mage le plus puissant, connu sous le nom de Sage, jeta un sort appelé Don sur le monde des vivants, empêchant l'utilisation de la magie ancienne. Après la guerre, Kazuma disparut, et personne ne savait où il se trouvait,
même si certains pensaient qu'il était plongé dans un profond sommeil à cause du sort qu'il avait utilisé. Momoka proposa au nouveau mage le choix de rester à l'académie pour apprendre la magie ou d'abandonner et de rentrer chez eux. Takeshi réfléchit et décida de rester pour tenter de réunir Emui et son frère. Ida accepta également, pensant que ce serait une aventure. Kurumi, d'abord hésitante, choisit également de rester pour éviter d'être séparée de son petit ami. Momoka les inscrivit en classe C de leur première année de lycée et rétrograda Emui dans la même classe en raison de son comportement imprudent. Le lendemain, les cours commencèrent et le professeur expliqua la magie ancienne, propre à chaque individu. Il existait 6 types de magie ancienne, qui pouvaient se manifester par des artefacts appelés aspects. Pour Kurumi, son aspect était un baume à lèvres. Pour Ida, c'était une élégante bague en forme de crâne. Takeshi n'avait pas encore d'aspect. Après avoir été scanné, le professeur réalisa que sa magie était évasive et l'envoya, lui et Emui, acheter un artefact. Au magasin, ils furent accueillis par un vendeur souriant nommé Scarfu, qui les conduisit à une armurerie. Takeshi fut surpris, mais demanda une arme semblable à un katana, car il savait s'en servir. Scarfu lui tendit une épée noire ornée d'un cercle magique sur le fourreau. L'épée avait appartenu à l'un des 15 mages de guerre légendaires. Un autre cercle magique ornait la poignée, et Scarfu expliqua qu'il s'agissait d'une épée magique dotée de capacités d'esquive. Si Takeshi était compatible avec elle, sa puissance augmenterait considérablement, mais sinon, il pourrait même perdre sa main. Alors que Takeshi réfléchissait à la marche à suivre, Scarfu l'attaqua à l'improviste. Takeshi parvint à esquiver et à bloquer les coups, activant ainsi la puissance de l'épée. L'arme réagit à sa magie et commença à l'absorber, révélant sa fonction spéciale. Un compartiment à balles s'ouvrit dans la poignée, et peu après, Takeshi tomba à genoux, épuisé. Scarfu loua son endurance et expliqua qu'il s'agissait d'une épée revolver appelée Twilight. Grâce à elle, Takeshi pouvait utiliser des balles chargées de magie étrangère pour transformer l'arme. Il accepta l'épée et les 3 balles que Scarfu lui avait données. Peu après, Emui et lui retournèrent dans la salle de classe, complètement incendié par l'explosion magique d'Ida. Le professeur, imperturbable face à l'état de la pièce, poursuivit le cours comme si de rien n'était. Le lendemain, le trio se rendit au terrain d'entraînement pour apprendre les techniques de combat. Takeshi peinait à contrôler son épée du crépuscule, et Ida ne parvenait pas non plus à utiliser correctement sa magie. Kurumi fit preuve d'une plus grande habileté que les 2 autres, mais sa magie de transformation ne lui permit que de se transformer en un mannequin séduisant, ce qui rendit Takeshi jaloux à cause des regards des autres garçons. Il fut encore plus contrarié lorsqu'il vit Ida s'énerver pendant l'entraînement, et Kurumi le gronda. Emui interrompit l'entraînement et emmena Kurumi avec elle au cours de natation. Alors qu'ils étaient dans les vestiaires, il lui remit des notes sur une diseuse de bonne aventure dont les prédictions amoureuses étaient exactes à 100%. Les 2 hommes s'intéressèrent à Takeshi, pensant tous 2 à lui. Plus tard, ils rougirent en croisant Takeshi et Ida dans le couloir. Alors qu'ils discutaient du dîner, des filles passèrent et insultèrent Emui et son frère, le traitant de traître. Emui, bouleversé, s'enfuit. Plus tard, le professeur aux cheveux verts apparut et parla aux nouveaux élèves des communautés magiques, des groupes de sorciers partageant les mêmes idées. Il existait cette communauté principale dans le monde magique, la plus influente étant le groupe des sorciers, qui prônait la coexistence pacifique avec les humains. Le groupe de la caravane fantôme n'en faisait pas partie et était détesté de tous, surtout du groupe des sorciers. Emui, son frère et les filles qui les avaient insultés étaient tous membres du groupe des sorciers, mais depuis que son frère avait rejoint le groupe terroriste, il était considéré comme un traître. Takeshi se sentit désolé pour Emui, se souvenant que sa propre famille l'avait rejeté de la même manière. Plus tard, en cours, Takeshi découvrit que des garçons avaient secrètement pris des photos de Kurumi. Étant son petit ami, il confisqua toutes les photos. En les réprimandant, Emui apprit qu'il était en couple et s'enfuit, presque en larmes. Takeshi la plaignit, ce qui rendit sa petite amie jalouse et inquiète. Kurumi alla ensuite voir la diseuse de bonne aventure, qui lui annonça que Takeshi ne lui serait plus fidèle et que sa vie amoureuse était pratiquement terminée. Dévasté, Kurumi renversa la table de la diseuse et partit en pleurs. Emui alla ensuite s'excuser d'avoir volé le premier baiser de son petit ami, mais lui expliqua que tout cela n'était qu'un accident. Kurumi courut vers Takeshi et l'embrassa dès qu'elle le vit, mais il l'en empêcha. Kurumi lui demanda pourquoi il refusait d'embrasser sa petite amie s'il l'avait fait avec Emui, et il répondit tristement, lui demandant d'arrêter de faire semblant qu'ils étaient toujours en couple. Ces mots la laissèrent bouleversée et elle ne parla plus à Takeshi pendant une semaine. Pendant ce temps, un garçon la demanda en mariage, la croyant célibataire. Kurumi le repoussa, mais il s'approcha d'elle par derrière et lui toucha l'épaule, ce qui raviva son traumatisme et la fit tomber à terre. Takeshi prit sa défense, menaçant le garçon de ne plus jamais l'approcher. Il se souvenait que Kurumi était jolie depuis toute petite et qu'en grandissant, les garçons s'intéressaient de plus en plus à elle. Après un incident avec un harceleur, elle demanda à Takeshi de se faire passer pour son petit ami pour éloigner les autres, et il accepta, car il était son meilleur ami. Cependant, cela causa des problèmes entre Takeshi et son jeune frère, Gaku,
qui appréciait également Kurumi et fut outré d'apprendre qu'il avait été trompé par son propre frère. Lors d'une dispute sur le chemin de l'école, Takeshi frôla légèrement Gaku, qui finit par tomber dans la rue et être renversé par une voiture. Depuis, Gaku est handicapé à vie et nourrit une rancune envers Takeshi, le persuadant de l'avoir poussé volontairement. Après avoir revécu tout cela, Takeshi entendit Kurumi demander à redevenir lui-même parce qu'elle avait besoin de lui, et il accepta. Elle vit alors les photos compromettantes dans sa poche et les prit toutes, mais lui permit d'en garder une pour se motiver lors de son entraînement nocturne au sabre. Le lendemain, Takeshi et Ida s'entraînaient ensemble. Ida tenta d'injecter sa magie de feu dans l'une des balles de stockage, mais échoua, Takeshi ne parvenant toujours pas à manifester sa cartouche d'épée. Peu après, Kurumi accourut et rapporta que MUI avait disparu, mais avait laissé une carte derrière lui. Ils rapportèrent l'incident à l'enseignante, qui conclut qu'elle cherchait son frère. Cependant, le directeur étant absent, l'école ne pouvait les aider pour le moment. De ce fait, Takeshi déclara que si l'école refusait d'aider MUI, il la poursuivrait lui-même. Ses amis trouvèrent cette décision imprudente, mais voyant sa détermination, ils décidèrent de l'accompagner. Ils le retrouvèrent à la porte de l'école, où ils se cachèrent et attendirent le passage des gardes. Puis, ils les suivirent jusqu'au miroir et pénétrèrent dans le monde en ruine, protégé par une barrière magique. À l'intérieur de la barrière, une femme encapuchonnée, assise sur un trône, se présenta comme la gardienne. Elle expliqua que la jeune fille qu'ils cherchaient n'était pas passée par là et leur conseilla de rebrousser chemin, car une guerre faisait rage dehors. À cet instant, une explosion retentit dans le ciel et de l'encre noire frappa la barrière. L'encre se transforma en un mage, bientôt réduit en cendres par un ennemi. Terrifié, Kurumi s'accrocha à Takeshi, qui demanda à Ida de la ramener à l'académie. Cependant, tous deux le suivirent lorsqu'il franchit la barrière. Pendant ce temps, MUI n'était pas loin. La veille, elle avait rendu visite à la diseuse de bonne aventure pour trouver des indices sur l'endroit où se trouvait son frère, et elle l'avait enfin trouvé. Son frère, Suba, lui expliqua que tout cela n'était qu'un piège tendu par le médium, membre de la caravane fantôme, et qu'il la prendrait vivante. MUI tenta de lui rappeler le passé, mais il prétendit ne rien se souvenir et l'attrapa par le col. Elle tenta de lui rappeler que c'était elle qui lui avait donné les gants qu'il portait, lesquels activaient des fragments de sa mémoire, mais il était trop tard, car il absorbait sa magie pour la vaincre. Lorsqu'elle eut fini de drainer toute sa magie, Takeshi et ses amis arrivèrent sur les lieux. Voyant son ami gisant au sol, Takeshi, furieux, attaqua Suga, lui demandant comment il pouvait blesser sa propre sœur. Le garçon, sans aucun remords, utilisa une magie spéciale pour augmenter sa puissance. Il s'envola et lança des lances de glace sur Takeshi, qui parvint à les esquiver et à les bloquer grâce à sa clairvoyance, mais fut touché par la dernière lance. Suga tenta de piéger Takeshi dans son château de glace, mais Ida le repoussa, le figeant sur place. Takeshi ne parvint pas à le libérer, mais Ida saisit l'occasion d'agir héroïquement et lui demanda de sauver MUI. Il se souvenait du moment où Takeshi avait sauvé sa sœur d'un enlèvement et se sentait redevable envers elle. Takeshi esquiva les attaques de Suga jusqu'à atteindre MUI, se tenant devant elle pour la protéger. Suga comprit qu'il avait affaire à un novice qui ne savait même pas utiliser le sort de libération et décida de l'achever à coups de balles de glace. Takeshi les bloqua toutes avec son épée et en redirigea même quelques-unes vers Ida, brisant ainsi la prison de glace. Il transporta ensuite MUI auprès de ses amis et demanda à Ida d'injecter sa magie dans la balle enchantée, car c'était le seul moyen de riposter. Takeshi retourna affronter Suga, descendu du ciel pour combattre au corps à corps. Takeshi tenta de le submerger avec ses talents d'épée, mais Suga était également doué et ne portait pas l'arme pour rien. Il repoussa Takeshi et utilisa à nouveau les balles de glace. Le bouclier fragile de Takeshi ne résista pas à l'impact, et il tomba au sol, blessé. Les filles se placèrent alors devant lui pour le protéger. Pendant ce temps, Ida s'apprêtait à achever la charge de la balle magique. Takeshi se concentra sur l'activation de la cartouche de son épée. Suga lança de nouvelles lances de glace sur lui, mais les filles parvinrent à les bloquer. Ida finit de charger la balle et la lança sur Takeshi juste au moment où il manifestait la cartouche. Il chargea l'épée revolver, qui se transforma en une lame de feu. Lorsque les filles ne purent plus résister, Takeshi lança une puissante attaque appelée brume explosive. Cette attaque détruisit les attaques de Suga et le projeta dans les airs. Il tomba au sol et MUI tenta de l'approcher, mais Takeshi déclara que le combat n'était pas terminé. Soudain, un majordome aux cheveux blancs nommé Washiju surgit de la fumée, loua les talents des nouveaux magiciens et emmena Suga avec lui au quartier général de la caravane fantôme. Plus tard, Takeshi et ses amis retournèrent à l'école, où ils trouvèrent la directrice Momoka blessée après leur dernier combat. Elle les réprimanda pour avoir enfreint le règlement et mis leur vie en danger, leur demandant de promettre de ne plus rien faire d'imprudent. Takeshi répondit qu'il ne pouvait pas le promettre, sachant que MUI ne cesserait jamais de chercher son frère et qu'il l'aiderait toujours, même si c'était dangereux. Momoka apprécia sa détermination et lui dit qu'elle lui donnerait bientôt l'occasion de faire ses preuves. L'occasion évoquée était l'examen semestriel de magie ancienne, qui se tiendrait dans un bâtiment créé grâce à la magie d'illusion. Si Takeshi et son groupe excellaient, Momoka leur accorderait la permission de poursuivre Suga. Quelques mois plus tard,
le jour de l'examen arriva et les élèves furent répartis dans différents étages selon leur type de magie ancienne. Takeshi et les magiciens utilisant la magie d'évasion devaient atteindre la partie centrale d'un bâtiment au sein d'une cité illusoire, en évitant pièges et obstacles. Alors qu'ils s'élançaient vers leur objectif, ils rencontrèrent leur premier obstacle, des araignées mitrailleuses. Les créatures les encerclèrent et commencèrent à tirer, mais Takeshi survécut à la première vague de tir. En avançant, il rencontra l'épéiste Wagami, membre du groupe de Suga, et le confronta. Le garçon affirma qu'il n'était là que pour passer l'examen et refusa de se souvenir de Takeshi ou d'avoir jamais fait partie du caravane fantôme. En réalité, il avait été kidnappé par le sorcier Brass, qui avait effacé ses souvenirs pour qu'il oublie son passage du côté obscur. Plus tard, Takeshi rencontra un rhinocéros qui le poursuivit à travers la ville. Alors que l'animal était sur le point de l'écraser, un bug de la réalité le sauva. Cette distorsion fut provoquée par les membres de la caravane fantôme, qui s'était infiltré sur le campus de l'académie dans l'intention de semer le chaos pendant l'examen. La cité illusoire commença à se désintégrer sous l'effet de leur magie noire, et le sol sous les pieds de Takeshi disparut, le faisant chuter. Cependant, il réussit à atterrir en douceur grâce à la magie de la flottaison et atterrit dans un jardin labyrinthique situé sur le sol de Kurumi. Peu après, un golem de pierre attaqua Kurumi, mais Wagami apparut soudainement, la sauva et détruisit le golem. Surprise de le voir, elle réalisa qu'il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé sur Terre. Cependant, alors qu'il la protégeait, il fut frappé et contraint d'être exclu de l'examen. Après un certain temps, Takeshi et ses amis se retrouvèrent, et tout le monde fut stupéfait de découvrir que Takeshi et Kurumi avaient rencontré Wagami, mais que ce dernier n'avait aucun souvenir de son passé. MUI avertit le groupe de se concentrer sur la sortie du niveau avant qu'il ne s'effondre à son tour. Ils commencèrent donc à chercher une issue dans le jardin labyrinthique. Alors qu'ils approchaient de leur objectif, un golem de pierre tomba du ciel près d'eux. Takeshi se prépara à l'affronter, mais le premier coup de la créature le projeta en arrière. Même le tir enflammé de MUI n'eut aucun effet sur l'ennemi, et Eda n'eut pas le temps de rassembler suffisamment de magie pour attaquer. Takeshi suggéra de répéter l'attaque combinée avec l'épée enflammée et demanda à Eda une balle chargée. Eda tenta de tirer, mais la rata complètement. MUI et Kurumi distrayèrent le golem pendant que Takeshi courait récupérer la balle tombée. Alors que le golem s'apprêtait à écraser les deux filles, Eda bloqua le coup d'un coup de poing ardent, et à ce moment-là, Takeshi avait déjà chargé son épée revolver. Il utilisa l'attaque brume explosive contre le golem et le détruisit d'un seul coup. Akata émergea des décombres de la créature et vola vers la voyante Violet, l'une des meneuses du Ghost Trailer. Elle était venue pour semer le trouble, mais après avoir été témoin du pouvoir de l'épée du crépuscule, elle décida de la posséder. Le lendemain, Kurumi rappela à Takeshi sa promesse de visiter un sanctuaire avec sa famille le jour de l'an, mais il ne manifesta aucun intérêt, ce qui l'a mis en colère. Kurumi s'enfuit en pleurant, et tandis que MUI tentait de les réconcilier, elle réalisa qu'elle sabotait ses propres chances avec Takeshi. Quelques jours plus tard, Kurumi retourna chez elle, dans le monde des vivants, et Takeshi commença à s'entraîner seul avec MUI. Pendant une pause, MUI développa une fièvre et délira, créant une situation inconfortable pour Takeshi. Désemparé, Takeshi l'emmena dans son dortoir, où sa fièvre s'aggrava. MUI le serra dans ses bras et commença à l'appeler Kurumi, puis Suga. Puis elle le tira dans son lit, et personne ne sait ce qui se passa. Peu après, elle s'endormit, et Takeshi tenta de s'éclipser, mais le moment était mal choisi. Kurumi entra dans la pièce à ce moment précis. Voyant la scène, elle fut choquée et furieuse, jeta Takeshi dehors, puis fit de même avec MUI. Kurumi pleurait à la porte, et MUI, reprenant conscience, courut chercher Takeshi et lui demanda de parler à la jeune fille, bouleversée au point de retomber dans un état d'enfance. Dehors, Takeshi s'assit près de la fontaine et refusa de retourner auprès de Kurumi. Il expliqua à MUI que Kurumi n'était pas sa vraie petite amie et lui raconta le rôle qu'il jouait pour la protéger des harceleurs. Cependant, il voulait maintenant arrêter, et MUI commença à penser qu'elle avait une chance avec lui. La relation entre Takeshi et Kurumi resta longtemps tendue, jusqu'au jour où Kurumi aperçut Wagami à la bibliothèque et alla le remercier de l'avoir sauvé. Wagami finit par la réconforter au sujet de ses problèmes amoureux, et Kurumi, gênée, s'enfuit. Dehors, elle croisa Takeshi, ce qui compliqua encore davantage leur relation. Une semaine plus tard, les résultats des examens furent publiés et Momoka autorisa Takeshi et ses amis à poursuivre Suga, vu leurs bons résultats. Elle rassembla tout le monde dans son bureau pour diriger personnellement la mission de sauvetage et remit à MUI une balle contenant de la magie de confinement, utile pour capturer son frère sans le blesser. Momoka créa alors une porte magique grâce à sa magie noire. Au même moment, un groupe de surveillants poussa Wagami et la fille nommée Haruka, vue dans la caravane fantôme, dans la pièce. Aucun d'eux ne se souvenait de leur passé, mais ils durent suivre Momoka, l'infirmière scolaire et les conseiller à travers la porte magique. Takeshi et ses amis la franchirent également et émergèrent tous dans le monde en ruine. Peu après,
un cercle magique se forma dans le ciel, d'où émergea une voiture. Suga et l'homme aux cheveux blancs nommé Washiju sortirent du véhicule pour procéder à l'échange d'otages entre la caravane fantôme et le soutien-gorge du sorcier. Wagami réalisa finalement que lui et Haruka n'étaient que des monnaies d'échange utilisées par l'académie pour récupérer Suga. Otaru refusa de partir, mais Wagami la pressa d'obtempérer. Avant leur départ, Kurumi le remercia de l'avoir sauvé, et Wagami lui conseilla de rester forte, lui offrant un cadeau d'adieu qui la fit rougir. L'échange eut lieu et Washiju ordonna à Wagami et Otaru de monter dans la voiture qui les téléporterait à la base, tandis qu'il décidait d'affronter Momoka en personne. Elle l'invita à un duel dans un lieu plus isolé. Sur ce, Suga fut chargé d'affronter Takeshi, ses amis et les autres personnes présentes. Il utilisa la magie de propulsion pour augmenter sa puissance, mais dut composer avec l'esprit d'équipe de ses adversaires. MUI et les deux surveillants de l'école activèrent également la propulsion, tandis que l'infirmière lançait un sort de renforcement sur Takeshi et Eda. Suga lança des lances de glace sur eux, mais l'infirmière bloqua l'attaque avec une barrière d'eau. Les deux surveillants encerclèrent Suga et créèrent un immense champ d'énergie, ouvrant une faille dans le sol. Suga tomba dans le gouffre sans fin, mais réussit à s'y accrocher grâce à un harnais de glace. L'infirmière brisa la structure, mais il s'échappa, blessant tout le monde sauf les personnages principaux. Il s'envola ensuite, et MUI le poursuivit. L'infirmière exhorta Takeshi et Eda à se précipiter à son secours, tandis que Karubi restait pour l'aider à soigner les magiciens blessés. Pendant ce temps, Momoka et Washiju se battaient dans le ciel, se remémorant leurs anciens camarades de classe. Washiju a commenté qu'elle n'avait pas changé physiquement ou mentalement depuis le collège, et Momoka a répondu en disant qu'il avait beaucoup changé et qu'il était devenu un méchant. Elle le déclara ennemi et attaqua avec son épée boussole magique, mais Washiju esquiva et intensifia sa puissance grâce à des sorts de propulsion et de libération. Il lança un puissant sort de ciblage automatique, mais Momoka érigea un bouclier de diamant noir avec sa boussole et bloqua l'attaque. Washiju utilisa alors sa magie ancestrale, appelée dissolution, et la répandit dans toute la zone, déclarant que tout dans son rayon fondrait en 13 minutes. Momoka, déterminé à le vaincre avant la fin du temps imparti, s'engagea dans une confrontation intense, déclenchant une gigantesque explosion. Ils continuèrent d'échanger des coups, mais Washiju dominait le combat et continuait à presser Momoka. Elle reprit l'équilibre et porta une puissante entaille qui transperça le pont sous leurs pieds, mais Washiju parvint à l'esquiver. Elle ouvrit alors un portail et tenta de l'attaquer par derrière, mais il bloqua le coup. Cependant, ce geste n'était qu'une diversion, car elle lui tira des projectiles de face tandis que son épée boussole attaquait par derrière. Alors que Washiju tentait de sauter pour éviter l'attaque en tenaille, l'épée lança une chaîne qui lui agrippa la jambe. Momoka le jeta dans une cave magique remplie d'explosifs surpuissants, et Washiju fut enveloppé dans une explosion de ténèbres. Elle le crut mort, mais les dégâts magiques affectaient encore son corps, ce qui lui fit réaliser qu'il était toujours en vie. Soudain, une source jaillit de la mer, et Washiju en émergea, affirmant qu'elle avait dû renforcer les murs de la cave. Il connaissait le fonctionnement de sa magie et savait qu'elle ne pouvait créer de porte vers des lieux inexistants. Il soupçonna donc que l'endroit où il avait été jeté se trouvait au fond de l'océan, et ses soupçons étaient fondés. Pendant ce temps, le sort de dissolution lancé par Washiju continuait de ronger lentement les vêtements et la peau de Momoka, et il ne restait que quelques minutes avant qu'elle ne soit complètement détruite. Washiju annonça à Momoko que leur chef, Kazuma, allait bientôt se réveiller de son sommeil et révéler tous ses sombres secrets. Bouleversée par ce qu'elle entendit, la jeune fille décida d'utiliser sa magie ultime pour en finir une fois pour toutes avec Washiju. Elle lança son dernier sort, appelé Spacebow, et ouvrit un portail vers l'espace extra-atmosphérique bien au-dessus du ciel, qui commença à aspirer tout ce qui l'entourait, tandis qu'elle restait en place, résistant à l'effet avec sa propre magie. Washiju créa une barrière magique pour résister à la force d'aspiration et la narga, lui disant qu'elle mourrait du sort de dissolution avant même de pouvoir l'envoyer dans l'espace. Cependant, une voiture fut aspirée par le portail pendant qu'il riait, emportant Washiju avec elle. À la fin du combat et à la fermeture du portail, Momoko perdit connaissance et tomba dans l'océan. Pendant ce temps, Takeshi, MUI et Eda avaient atteint le stade du château de glace créé par Suga. Eda tenta de percer le plafond avec une bombe incendiaire, mais les dégâts furent minimes. Avant qu'elle ne puisse lancer une nouvelle attaque, les mécanismes de défense du château s'activèrent et des lances de glace furent tirées de tous côtés. Tandis qu'elle esquivait, Takeshi avertit Eda qu'il utiliserait à nouveau le combo d'épée de feu. Il tenta d'activer brume explosive, mais l'attaque se retourna contre elle et l'épée s'envola. Eda s'excusa, expliquant qu'elle avait mis trop d'énergie dans la balle. Takeshi bondit pour récupérer son épée, esquivant les lances de glace, mais alors qu'il la saisissait, Suga se figea la main. Eda tenta de l'aider, mais continua de glisser. MUI décida d'agir seul, se rassurant sur sa force et son indépendance, et fonça vers son frère sans attendre de secours. Takeshi lui cria d'attendre, inquiet pour sa sécurité, tandis qu'Eda faisait lentement fondre la glace de sa main. Takeshi le pressa d'abandonner une flamme faible et d'y consacrer toute sa puissance,
lui assurant que tout irait bien. À l'étage, Emui confronta Suga et lui demanda s'il était vraiment heureux dans la caravane fantôme. Émue, elle déclara qu'elle voulait qu'il revienne, mais il l'attaqua sans un mot. Suga était sur le point de l'achever lorsqu'une explosion secoua le château. Takeshi et Eda apparurent, chevauchant une colonne de feu, pour l'affronter. Ils protégèrent Emui et commencèrent à la soigner, tandis qu'elle faisait appel à l'émotion de son frère, affirmant qu'elle souhaitait son bonheur où qu'il soit, mais qu'elle savait qu'il n'allait pas bien en ce moment. Emui se mit à pleurer, et sans s'en rendre compte, Suga versa également quelques larmes. Il fut surpris par sa propre réaction et eut un aperçu de leur enfance, ce qui le laissa complètement désemparé. Takeshi et Eda s'avancèrent ensemble pour l'affronter, tandis que Emui chargeait son arme avec la balle de confinement. Elle prépara son attaque finale, ce qui fit grossir l'arme de manière exagérée, puis tira sur son frère. Le tir toucha Suga et l'assomma. Quelques jours plus tard, Emui dormait aux côtés de son frère à l'hôpital et fut surprise de se réveiller et de constater qu'il était sorti du coma et avait retrouvé la mémoire. Elle pleura et le serra fort dans ses bras, sous les yeux de ses amis. Plus tard dans la nuit, Takeshi fit un cauchemar où il se retrouvait étendu dans une mer de sang. Kurumi se précipita à son secours et pleura sur son corps, tandis qu'un monstre émergeait des eaux et l'entraînait avec ses tentacules avant de disparaître. Takeshi se réveilla en sursaut et prit quelques profondes inspirations avant de se rendormir, inconscient que son épée absorbait la magie de son corps et commençait à se transformer en femme. Le lendemain matin, Suga, désormais régénéré, commença à entraîner Takeshi et ses amis, leur faisant découvrir ses puissants sorts. Emui remercia Takeshi de l'avoir aidé à sauver son frère, puis rit en lui tendant un chocolat, car c'était la Saint-Valentin. Elle fut gênée lorsque Suga apparut et montra à Takeshi qu'il avait reçu exactement le même chocolat, lui disant qu'il n'était pas si spécial. Suga taquina Emui, suggérant qu'elle appréciait Takeshi, et elle, rougissante, l'entraîna. Plus tard, Kurumi tendit également à Takeshi le chocolat qu'elle avait préparé et révéla que c'était le même que celui de Emui, puisqu'ils l'avaient fait ensemble. Elle taquina Takeshi, disant qu'il ne semblait pas très content du cadeau, mais qu'il ne pouvait pas lui dire qu'il avait des flashbacks du cauchemar de la nuit précédente. Cette nuit-là, il fit un autre rêve étrange dans lequel il se voyait au-dessus des nuages, regardant Emui courir joyeusement vers un pudding géant. Soudain, elle tomba à travers un trou dans les nuages, et Takeshi se réveilla à nouveau en sueur froide. Il sortit prendre l'air et trouva Suga patrouillant dans les dortoirs. En apprenant les cauchemars, Suga expliqua que les mauvais rêves pouvaient parfois être causés par la magie et lui suggéra de consulter une infirmière si la situation s'aggravait. Le lendemain matin, Takeshi découvrit que Emui s'était foulé la cheville après être tombé dans les escaliers en poursuivant quelqu'un qui portait un dessert. Il fut surpris de réaliser que son rêve s'était réalisé, mais il fut bientôt pris de vertige et s'évanouit. Il se réveilla à l'infirmerie, où l'infirmière lui annonça qu'il souffrait simplement d'un manque de sommeil et lui ordonna de dormir jusqu'à ce qu'elle l'appelle. Takeshi obéit, mais fit un autre rêve, dans lequel il vit Washiju et une étrange fille le fixer du regard. L'infirmière, entendant ses gémissements, se précipita vers lui et découvrit que l'épée du crépuscule s'était transformée en fille et absorbait sa magie. Comprenant qu'elle avait été découverte, l'épée reprit sa forme initiale et l'infirmière tenta de réveiller Takeshi. Ne réussissant pas à le secouer, elle le gifla violemment et il se réveilla. Dès son réveil, l'infirmière le gronda pour ne pas avoir demandé de l'aide plus tôt, malgré ses fréquents cauchemars. Elle expliqua plus tard que l'épée du crépuscule utilisait sa magie pour prendre forme humaine sans permission. Elle lançait une magie cauchemardesque, capable de prédire l'avenir avec une précision absolue à travers les mauvais rêves. L'infirmière avertit Takeshi de ne pas garder l'épée près de son lit pendant son sommeil, car elle drainerait toute son énergie magique et pourrait le tuer. Takeshi ignora néanmoins l'avertissement et garda l'épée à ses côtés toute la nuit. Dans son rêve, il vit une brève séquence d'images avant de rencontrer Twilight sous sa forme humaine. La nouvelle parvint à Momoka, qui convoqua Takeshi dans son bureau le lendemain pour le réprimander. Elle lui ordonna d'obéir à l'infirmière sous peine de se voir confisquer l'épée. Takeshi répondit qu'il avait besoin de l'épée pour voir ce qu'elle essayait de lui montrer. Momoka menaça de recourir à la violence, puis expliqua que la seule façon de résoudre la situation pacifiquement serait d'affronter la forme humaine de l'épée dans le rêve. S'il parvenait à la vaincre là-bas, il pourrait l'utiliser librement, mais ce ne serait pas facile. Takeshi craignait de mourir pour de bon s'il perdait le duel, mais Momoka lui assura qu'elle le surveillerait et veillerait à ce qu'il n'arrive rien. Cette nuit-là, toute l'équipe se rassembla à l'infirmerie pour assister au combat onirique de Takeshi, accompagné de Emui. Avant de s'endormir, Momoka expliqua que la relation entre un mage et son aspect est comparable à celle d'un parent et de son enfant, et qu'elle est difficile à rompre. L'infirmière jeta un sort de sommeil sur Takeshi, tandis que le directeur conjurait une sphère protectrice autour de lui. Lorsque Takeshi ouvrit les yeux, il se trouvait dans un bâtiment sombre, où il retrouva Emui. Elle le laissa dehors, et tous deux, par hasard, se retrouvèrent sur une plage, où Emui se changea soudain en maillot de bain. Elle regarda Takeshi d'un air critique, comme si elle savait que c'était ainsi qu'il la voyait dans ses rêves. Emui trébucha et tenta d'aider son ami, mais finit par lui tomber dessus. Ouais, gêné, courut vers la mer,
tandis que Takeshi remarqua Twilight assise sur une balançoire. Il courut vers elle, mais la scène changea soudainement et Emui avait repris ses vêtements habituels. Soudain, Takeshi aperçut un hologramme de sa mère, qui s'excusa en parlant de son frère, mais disparut avant d'avoir terminé son message. Peu après, Takeshi fut attaqué par son jeune frère, Joku, qui l'accusa d'être responsable de tous les malheurs qui s'étaient abattus sur la famille. Joku brandit la lame de l'ange déchu, capable de tout transpercer, puis invoqua des ailes en lançant une puissante attaque magique. Takeshi se précipita pour protéger Emui, mais son frère se transforma en Twilight, qui déclara Takeshi indigne de la porter. Elle prit sa forme d'épée dans une main et en créa une copie magique pour que Takeshi puisse également combattre. Il prit l'arme et se prépara au combat, déclarant qu'il la forcerait à obéir. Twilight refusa et transforma son épée en mage chasseur, un sortilège laissé par son ancien propriétaire. Twilight chargea Takeshi, qui tenta d'esquiver grâce à sa magie d'esquive, mais elle fut trop rapide et le força à battre en retraite. Emui lança un bouclier magique pour le protéger, mais un seul coup du mage chasseur le détruisit et l'absorba. Twilight lui dit qu'il ferait mieux d'abandonner, et devant son refus, elle se tourna vers Emui et commença à absorber lentement sa magie. Elle déclara que la jeune fille mourait dans d'atroces souffrances, son énergie étant épuisée, et que si Takeshi voulait la sauver, il devait abandonner son rêve immédiatement. Emui ne voulait pas qu'il abandonne, mais Twilight l'attaqua ensuite. Takeshi fut blessé par les coups et commença à perdre son énergie. Il perdit ses forces et tomba à genoux, mais il se souvint alors de ce que Momoka avait dit sur la relation entre un mage et son aspect, la comparant à celle d'un parent et de son enfant. Il se souvint aussi de sa propre mère, qui avait cessé de l'appeler par son nom, et cela lui apporta la solution au problème. Takeshi s'excusa auprès de Twilight alors qu'elle s'apprêtait à l'achever. Il admit ne jamais lui avoir donné de nom, même si c'était son souhait le plus cher, et déclara qu'il lui donnerait désormais un nom capable de donner un sens à son existence. Il la nomma Eterna, et elle laissa tomber l'épée tandis que la glace sous ses pieds commençait à se fissurer. Elle s'assit par terre, émue d'entendre son nom prononcé par son nouveau maître pour la première fois. L'épée brilla intensément et reprit sa forme d'épée. Tandis que Takeshi la serrait fermement, Emui courut vers lui et le serra dans ses bras, soulagé d'avoir réussi. Le temps passa vite. Avril arriva, et Takeshi et Kurumi étaient réunis pour célébrer la fin de leur première année à l'Académie de magie. Ils parlèrent d'Eterna, qui envoyait encore de temps en temps des rêves prophétiques à Takeshi, mais respectait son besoin de sommeil paisible. Bientôt, la période des admissions à Poudlard, au Japon, arriva et les deux élèves, désormais en deuxième année, furent affectés à l'accueil des premières années. Ils furent tous deux surpris lorsqu'Ida arriva avec sa sœur cadette, Futaba, sur le point de s'inscrire. Takeshi et Kurumi n'en revenaient pas de voir leur ami délinquant avoir une sœur aussi douce et polie et se demandèrent s'ils pouvaient être adoptés. Lorsqu'Ida confirma qu'ils étaient frères de sang, ils passèrent à la question suivante, comment sa sœur pouvait utiliser la magie. Ida expliqua que pendant les vacances, Futaba voulait aller à l'anniversaire d'un garçon ce soir-là, mais qu'il ne l'avait pas laissé faire. Ils se disputèrent et, dans le feu de l'action, il explosa de colère, exposant sa sœur à l'énergie magique. Depuis, elle est devenue une magicienne comme eux. Alors qu'Ida et Futaba couraient vers la salle d'orientation, Takeshi entendit une voix qui le fit frissonner. Il regarda devant lui et fut choqué de voir son jeune frère, Joku, s'inscrire à l'école, ce que Kurumi n'arrivait pas à croire non plus. Joku prétendit être désormais magicien et promit d'expliquer comment cela était arrivé, mais il se révéla être un pitoyable menteur, n'ayant rien dit à personne, même après plusieurs jours. Un jour, Joku et Takeshi se rencontrèrent par hasard sous les douches de l'école. Le jeune frère se montra d'une gentillesse et d'une amabilité inhabituelles. Il proposa même de caresser le dos de Takeshi pendant qu'ils parlaient de leurs sentiments. Joku s'excusa pour la tension entre eux et expliqua que l'accident n'était pas de la faute de Takeshi, mais qu'il avait exprimé sa frustration d'avoir perdu une grande partie de la mobilité de sa jambe. Takeshi pardonna à son frère le malentendu, et ils se réconcilièrent. Cependant, Takeshi se souvint du cauchemar qu'il avait vécu avec Joku et commença à nourrir des doutes. Cela n'empêcha pas leur vie scolaire de devenir paisible et apparemment normale, car ils maintinrent une bonne relation tout au long du voyage. Un jour, le professeur aux cheveux verts aborda Takeshi pendant la pause déjeuner et fut surpris de découvrir que Joku était son frère. Le professeur avertit Takeshi que son frère avait une vision du monde radicalement différente de la sienne et lui conseilla de le guider sur le droit chemin. Takeshi, perplexe, comprit que le professeur lui cachait clairement quelque chose. Cette nuit-là, Takeshi fit un autre cauchemar, au cours duquel il eut une série de visions prémonitoires avant de se retrouver flottant dans une obscurité infinie. Là, il vit Joku, qui paraissait désormais plus âgé que lui, et qui affirmait que Takeshi lui avait tout pris. Joku déclara que ce serait désormais son tour et qu'il prendrait Twilight et Kurumi pour lui. Takeshi se réveilla en hurlant et haletant, mais remarqua Washiju assis à la fenêtre de sa chambre. Takeshi saisit son épée, mais Washiju le pressa de se calmer, lui expliquant qu'il n'était pas là pour se battre, mais pour parler. Il raconta au garçon une leçon d'histoire non enseignée à l'école. L'histoire commença à la fin du 8e siècle,
lorsqu'un groupe de mages décida de dominer les autres, torturant et exécutant les plus faibles. Ce groupe de mages totalitaires était connu sous le nom de Mage Brass. Ils se croyaient supérieurs à tous les autres et commencèrent à persécuter les mages innocents. Takeshi fut choqué par cette révélation, mais Washiju affirma que ses yeux magiques lui disaient la vérité. Il demanda au garçon s'il avait déjà entendu parler de Kazuma, le chef du Ghost Trailer. Washiju expliqua que Kazuma et lui étaient amis d'enfance et avaient étudié ensemble à Obar. Kazuma était extrêmement puissant, et le groupe des sorciers tenta de le recruter dans leur communauté, mais il refusa. Kazuma savait qu'il voulait l'utiliser comme arme de guerre, alors que lui, tout ce qu'il désirait, c'était vivre selon ses propres choix. Lorsque Kazuma se rendit au bureau du groupe des sorciers pour refuser l'offre, le représentant du groupe révéla que ses parents étaient retenus en otage et que s'il voulait les revoir, il devait signer le contrat. Kazuma, furieux, exigea la libération immédiate de ses parents, mais l'homme répondit qu'il ne le ferait qu'après la signature du contrat. Pris de rage, Kazuma dégaina sa baguette, attaqua l'homme et le tua. En représailles, le groupe des sorciers assassina ses parents, incitant Kazuma à se rebeller ouvertement contre eux. À cette fin, il créa la caravane fantôme, avec d'autres mages persécutés. Takeshi, horrifié par le rapport, répondit que Kazuma était un terroriste responsable de la mort de centaines de mages et de civils. Washiju ne le nia pas, mais il affirma que ces gens étaient les pires au monde, s'attaquant à des mages innocents depuis des millénaires. Kazuma voulait simplement mettre fin à ce cycle et, à la fin du XXe siècle, il lança la grande guerre magique contre le groupe des sorciers à Tokyo. De nombreux mages puissants combattirent et perdirent la vie. Alors que la bataille touchait à sa fin, l'ancien porteur de l'épée du crépuscule affronta Kazuma. Il lança un sort destructeur contre elle, mais un ami le trahit et se jeta au front pour sauver une femme nommée Yuko. Cet homme perdit la vie, dévastant Yuko et Kazuma. Takeshi se figea en entendant cette partie de l'histoire et faillit bégayer lorsque Washiju lui demanda s'il avait déjà entendu le nom de Yuko Nana, leur professeur et l'une des 15 grandes mages du groupe des sorciers. Takeshi n'en crut pas ses oreilles, car c'était le nom de sa mère, et demanda à Washiju pourquoi il lui racontait tout cela. Washiju répondit que l'ami qui avait trahi le Ghost Trailer était amoureux de Yuko, et que s'il ne lui avait pas sauvé la vie cette nuit-là, Takeshi ne serait jamais né. Washiju voulait qu'il rejoigne leur camp en signe de gratitude, et s'il ne pouvait pas, qu'il rende au moins l'épée, car il n'était pas digne de la porter. Takeshi refusa d'obéir à Washiju, affirmant que ce n'était pas son problème. Washiju répondit que, maintenant qu'il était sorcier, tôt ou tard, il devrait choisir son camp. Il exhorta le garçon à choisir immédiatement entre la caravane fantôme et le brasse du sorcier, mais Takeshi refusa de s'allier à l'un ou l'autre. Washiju fut impressionné qu'il n'ait pas choisi le brasse du sorcier et lui fit remarquer qu'il y avait encore de l'espoir. Quittant la pièce, Washiju déclara que les yeux magiques de Takeshi, qui étaient en réalité une capacité appelée vision de frappe, révéleraient la vérité, et que lorsque celle-ci serait révélée, Takeshi chercherait le brasse du sorcier tout seul. Il suggéra de demander à Momoka de confirmer l'histoire, puis sauta par la fenêtre. Takeshi le poursuivit, mais se réveilla en sursaut, réalisant qu'il parlait à Washiju en rêve. Le lendemain, il alla voir la directrice et s'enquit de la guerre et de l'implication de sa mère. Momoka confirma que sa mère, Yuko, avait été l'une des 15 grandes magiciennes du brasse du sorcier, mais lorsque Takeshi lui demanda si elle avait tué les parents de Kazuma, Momoka resta silencieux. La vision magique de Takeshi lui révéla quelque chose. Désemparé, il prit la fuite. Aucun d'eux ne savait qu'à cet instant précis, dans le quartier général de la caravane fantôme, Kazuma avait ouvert les yeux pour la première fois depuis 17 ans. Washiju dormait quand cela se produisit, mais il pouvait voir les larmes dans les yeux du chef. Il était excité, mais Violet prédisait que Kazuma se réveillerait lentement, même si le moment de sa guérison complète était très proche. Un mois plus tard, Kazuma sortit de son profond sommeil et retrouva ses fidèles alliés autour de lui. Washiju l'informa que le combat n'était pas terminé, car le bracelet du sorcier existait toujours. Il demanda à Kazuma de donner l'ordre de les détruire, et Kazuma autorisa le déclenchement de la deuxième grande guerre magique. Pendant ce temps, Takeshi était en cours, repensant aux diapositives et aux cauchemars qu'il faisait. Il y voyait souvent un dragon et se demandait ce que cela signifiait. MUI apparut pour l'appeler au cours suivant, et lorsque Takeshi se releva, une vision apparut dans ses yeux. Il hurla à tout le monde de se baisser. Tout le monde était confus, mais peu de temps après, les fenêtres de la salle de classe se sont brisées et Kurumi a failli être touché par les éclats d'obus, pour être sauvé par Takeshi. Regardant par la fenêtre, il fut terrifié à la vue d'un immense dragon rouge, identique à celui qu'il avait vu dans ses rêves. Le bâtiment trembla, et Eda se précipita pour sauver sa sœur Futaba, tandis que Takeshi aida Kurumi à se relever et s'enfuit avec les autres. Le dragon cracha du feu et réduisit la salle de classe en cendres, et Takeshi survécut de justesse. MUI pointa du doigt l'extérieur et ils virent que des mages en robe rouge avaient envahi le campus et attaqué les élèves. Inquiet pour Joku, Takeshi courut avec Kurumi à sa recherche, tandis que MUI poursuivait Ansuga. En chemin, elle fut encerclée par des mages en robe rouge, qui l'attaquèrent de tous côtés. Au dernier moment, son frère apparut,
la sauva et les vainquit tous grâce à sa magie de glace. Momoka quitta sa salle de classe et élimina les ennemis qu'elle rencontrait en chemin. Cependant, un groupe de 3 mages surgit pour l'affronter. Elle les reconnut comme le trio invincible de la communauté Pendragon et leur demanda quand ils s'étaient alliés au Ghost Trailer. Ils ne répondirent pas et lancèrent immédiatement leur plan pour la vaincre. Le premier utilisa une arme qui scella la pièce, la rendant hermétique, empêchant Momoka d'utiliser sa magie de porte noire. Le second vida tout l'air de la pièce, mais Momoka ne s'évanouit pas, surprenant ses ennemis. Elle planta son épée boussole dans le sol, perça la barrière et restaura la pièce. Elle révéla qu'elle avait découvert leur faiblesse, car il l'avait sous-estimé. Elle comprit qu'il pouvait respirer sans air en maintenant un contact physique, et que sa première porte noire avait été créée pour maintenir ce contact. Momoka créa alors un trou noir qui les aspira et les emprisonna dans son sous-sol. Mais son combat n'était pas terminé, car Violette, du trailer du fantôme, apparut devant elle. Elle utilisa ses cartes pour invoquer un guerrier démoniaque qui attaqua Momoka, rendant le combat beaucoup plus difficile. Violette annula alors le démon et invoqua un dragon, encore plus dangereux. Le dragon la frappa de sa queue, et Momoka tenta de se défendre, mais en vain, elle fut assommée. Ailleurs, Takeshi et Kurumi cherchaient Joku, qui apparut devant eux, vêtu de la cape rouge des envahisseurs. Kurumi fut soulagé de le voir sain et sauf, mais la vision d'attaque de Takeshi l'avertit du danger. Il affronta son frère, qui maudit sa vision magique, affirmant que c'était un pouvoir lâche, typique de ceux qui ne savent que fuir. Il demanda à Takeshi s'il pensait vraiment qu'il serait si facile d'obtenir le pardon de ses péchés, et à cet instant, Takeshi comprit que Joku faisait partie du Ghost Trailer. Joku le confirma, affirmant qu'il avait appris la magie de Washiju et qu'il était désormais un soldat loyal sous ses ordres. Kurumi le pressa d'abandonner, mais Joku répondit qu'il aimait bien où il était, car il lui avait donné le pouvoir de se venger de son frère. Puis, Joku disparut et apparut derrière Takeshi pour l'attaquer. Takeshi bloqua le premier coup, mais Joku ne cessa de disparaître et de réapparaître, le poignardant dans le dos jusqu'à le vaincre complètement. Kurumi le supplia d'arrêter, mais Joku, submergé par la rage, continua l'attaque. Il expliqua que sa magie permettait la téléportation et qu'il voulait la tester contre la vision de son frère. Il en conclut que son pouvoir était supérieur. Il leva son épée et Takeshi tenta de contre-attaquer, mais Joku était déjà derrière lui et le frappa à l'épaule. Kurumi se précipita pour protéger Takeshi et, en pleurant, demanda pourquoi Joku faisait cela. Il répondit qu'il voulait se venger de son frère qui l'avait poussé sous une voiture. Sa magie de téléportation était la compensation parfaite pour sa jambe blessée, et il s'en servirait comme d'une arme. En entendant cela, Takeshi se leva, dégaina son épée et ordonna à Kurumi de s'écarter. Il demanda à son frère si le tuer lui apporterait satisfaction. Joku répondit qu'il le laisserait en vie, mais qu'il prendrait tout ce qui lui était cher, y compris sa petite amie et son épée. Il utilisa un puissant sort pour se transformer en démon, doté d'ailes noires et d'une épée cerclée de flammes sombres. Joku accéléra et frappa violemment Takeshi au ventre, puis continua de le frapper de tous côtés jusqu'à le mettre KO. Kurumi courut à nouveau vers Takeshi en pleurant, et Joku lui ordonna de s'écarter. Comme elle refusait d'obtempérer, il la tira et la repoussa d'un coup de pied. Kurumi se libéra et retourna auprès de son petit ami, l'embrassant. Grâce au baume à lèvres, sa magie s'activa et elle se transforma en Takeshi. Joku, jaloux, les sépara de force et la frappa même lorsqu'elle résista. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa qu'elle était toujours Kurumi sous cette apparence, et il regretta de l'avoir agressée. Il prit ensuite l'épée de Kurumi et Takeshi. Pendant ce temps, Takeshi se retrouva plongé dans un rêve obscur, entendant Eternal l'appeler. Elle lui tendit une sphère d'énergie et lui dit que c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Dès qu'il toucha la sphère, une intense lumière révéla une prophétie, dans laquelle Joku se disputait avec leur mère et l'attaquait. Takeshi fut dévasté de comprendre que son frère, fou, avait l'intention d'éliminer sa mère, mais ce n'était pas son seul problème. Eterna le pressa de la retrouver au plus vite. Dehors, MUI chercha Takeshi et le trouva inconscient, avec Violet à ses côtés. Elle pensait que la femme du carnet fantôme avait vaincu son bien-aimé. MUI pointa son arme sur Violet, qui invoqua une nonne démoniaque avec un fouet. MUI lui tira dessus, mais la nonne esquiva les éclairs et dévia les balles de feu. Violet utilisa l'invocation comme diversion pour tenter de s'emparer de Takeshi et en faire son nouveau jouet. MUI se précipita pour le sauver et sauta sur la nonne, qui l'attrapa par la jambe et la jeta à terre. MUI perdit son arme, et la nonne s'apprêtait à l'achever lorsque 3 filles apparurent et détruisirent la créature. Elles déclenchèrent un puissant cyclone qui projeta Violette au sol. MUI parvint à atteindre et à maîtriser Takeshi avant que l'officier de la caravane fantôme ne s'échappe. MUI réveilla Takeshi, qui lui apprit que Joku avait kidnappé Kurumi. La chef des filles qui les avait sauvées se présenta comme Ina, une élève de 4e année à Poudlard Japon et membre de la communauté de Camelot. Juste à ce moment, Suba arriva, inquiète pour sa sœur, mais soulagée de voir que sa petite amie, Ina, s'occupait de la situation. Takeshi tenta de se relever, mais trop blessé, il tomba. Suba dit qu'il devait consulter un médecin, et Ina et ses amis décidèrent de l'emmener à l'hôpital de Camelot, dans le monde des vivants. En le portant,
Emui trouva l'artefact que Kurumi avait laissé avant son enlèvement et le récupéra. 3 jours plus tard, Takeshi se réveilla à l'hôpital, Emui prenant soin de lui comme infirmière. Elle pleura de soulagement de le voir sain et sauf, et il essuya ses larmes. À ce moment précis, Ida fit irruption dans la pièce, interrompant le moment, et serra Takeshi dans ses bras tandis qu'elle racontait sa tragédie. Le jour de l'attaque, des agents du département d'inspection emmenèrent Futaba pour l'interroger, et lorsqu'il tenta de les en empêcher, il fut agressé. Emui expliqua à Takeshi que le département d'inspection était une branche spéciale du groupe des sorciers, chargée de gérer les jeunes mages extrêmement puissants et talentueux. Personne n'avait donné de nouvelles à Ina de sa sœur, et même Suga ne pouvait les aider à ce moment-là. Takeshi tenta de consoler son ami, lui disant qu'il serait peut-être préférable que Futaba soit loin du champ de bataille, mais cela ne fit que lui rappeler que Kurumi avait été enlevé. Peu après, Suga et sa petite amie arrivèrent, et Takeshi apprit par eux que même la principale Momoka avait disparu. La plupart des élèves encore en bonne santé se rassemblaient au quartier général du groupe des sorciers, tandis que chacun se préparait à la guerre contre le caravane fantôme. Suga souhaitait que Takeshi reste à Kamala jusqu'à sa guérison complète. Takeshi s'impatienta et demanda s'ils avaient des informations sur Kurumi, car il voulait la sauver au plus vite, mais Ina répondit qu'il n'y avait aucune piste et qu'à ce moment-là, il ne pouvait rien faire. Emui pensa à l'objet magique que Kurumi avait laissé derrière elle, mais décida de le garder secret. Cette nuit-là, Emui s'endormit aux côtés de Takeshi, qui se réveilla au petit matin pour faire une promenade. Tout en maudissant son impuissance face à la situation, il entendit Suga et Ina parler de lui, alors il se cacha pour écouter. Ina lui dit que maintenant que Takeshi était réveillé, il devrait quitter Kamala, car la communauté était exclusivement réservée aux femmes et qu'elle lui permettait déjà de se rétablir. Suga lui demanda de le laisser rester un peu plus longtemps, car il était encore faible, et s'il revenait maintenant, Wizard Brass l'enverrait sûrement directement sur le champ de bataille. Ina accepta la demande de son petit ami et dit qu'elle en parlerait à ses supérieurs. Après avoir entendu tout cela, Takeshi retourna dans sa chambre, se sentant encore plus inutile qu'avant, mais il retrouva un peu de courage en voyant Emui à ses côtés. Pendant son repos à l'hôpital, le monde des magiciens commença à changer. Au quartier général de Ghost Trailer, Kazuma avait rassemblé son armée pour la guerre et envoyé son plus fidèle ami, Washiju, traquer le grand sorcier connu sous le nom de Sage. Washiju réussit sa mission, tuant tous les gardes et blessant le sorcier, mais le gardant en vie pour qu'il puisse révéler ses plans. Le sortilège du don, lancé par ce vieux sorcier, protégeait le monde des vivants de l'intrusion des sorciers. Sa mort le dissipait et les sorciers pouvaient à nouveau s'y battre. Kazuma projetait de détruire le Brass du sorcier et les 7 grandes communautés qu'il contenait, afin de créer un monde nouveau, paisible et harmonieux. Dès que le vieil homme eut fini de tout expliquer, Washiju le tua, et un signal lumineux jaillit de son corps, indiquant que le sortilège du don avait été annulé. Les sorciers pouvaient désormais entrer librement dans le monde des vivants et commencer à se battre, et c'est exactement ce qu'ils firent. Les sorciers des 2 camps partirent pour le monde des humains et commencèrent à se battre dans les cieux, laissant le peuple sous le choc. Les affrontements détruisirent des bâtiments et coûtèrent la vie à de nombreuses personnes. Takeshi comprit bientôt ce qui se passait et fut choqué, se souvenant de la prophétie selon laquelle Joku tuerait sa mère. Il demanda à Suga et Ina de le laisser rentrer chez lui, et après discussion, ils acceptèrent. Chez Takeshi, sa mère, Yuko, avait déjà remarqué le début de la guerre et était bouleversée. Lorsque Takeshi arriva avec Suga et Ina, Yuko fut soulagée de le voir, mais le traumatisme du passé persistait entre eux. Ina lui remit une lettre du chef de Camelot, lui demandant officiellement d'entraîner Takeshi. Les 2 garçons furent surpris, mais Yuko répondit qu'elle n'était plus une mage et que ce n'était pas son rôle de combattre. Ina demanda alors à Takeshi s'il préférait rester faible ou devenir plus fort, et il répondit qu'il voulait devenir assez fort pour sauver Kurumi. Yuko prit la lettre et trouva un anneau à l'intérieur, ce qui la persuada d'accepter sa requête. Elle emmena Takeshi dans la salle d'entraînement, et lorsqu'il lui demanda comment l'entraîner si elle ne pouvait plus utiliser la magie, Yuko lui démontra le pouvoir de l'anneau, ce qui lui permit d'accéder temporairement à ses capacités. Elle demanda ensuite à son fils s'il souhaitait devenir fort pour sauver Kurumi ou vaincre le Ghost Trailer, mais Takeshi répondit qu'il ne voulait pas combattre. Il dit qu'il ne savait pas quel camp avait raison, mais qu'il se battrait pour protéger ses amis. Sa mère comprit sa détermination et commença son entraînement, lui demandant de démontrer sa maîtrise de la magie. Voyant ses capacités, elle ne fut pas impressionnée et décida de l'entraîner de la manière la plus dure possible. Takeshi, les yeux bandés, fut forcé de combattre sa mère avec une épée de bambou, mais elle le frappa à plusieurs reprises, lui infligeant des douleurs. Petit à petit, cependant, il commença à s'améliorer grâce à l'entraînement, mais il ignorait que sa mère se sentait de plus en plus mal. Utiliser l'anneau lui drainait son énergie vitale pour créer de la magie, et elle risquait sa propre vie pour préparer son fils à ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard, Takeshi rencontra Emui, qui lui demanda comment se déroulait l'entraînement. Ils rirent ensemble un moment,
jusqu'à ce que Takeshi reprenne ses inquiétudes pour Kurumi. MUI lui tendit enfin l'artefact qu'elle avait trouvé le jour de l'enlèvement. Elle expliqua qu'il s'agissait d'un objet magique utilisé pour téléporter les mages vers des lieux prédestinés et suggéra qu'il les mènerait peut-être à Kurumi. Takeshi, surpris, lui demanda pourquoi elle n'avait rien dit plus tôt. MUI répondit que si elle le lui avait dit, il se serait précipité pour la sauver sans penser à sa propre faiblesse. Maintenant, elle était certaine qu'il comprenait sa situation et qu'il ne ferait rien d'imprudent avant d'avoir terminé son entraînement. Takeshi la remercia et promit de terminer son entraînement en premier. MUI s'excusa alors, affirmant que c'était entièrement sa faute d'avoir fait de Takeshi un mage. Elle pleura, mais Takeshi répondit que c'était sa faute d'être faible, et qu'en fait, il devrait lui être reconnaissant d'être resté à ses côtés contre vent et marée. Pendant ce temps, Kurumi gisait inconsciente dans le quartier général de la caravane fantôme, rêvant d'un cauchemar où Takeshi gisait mort à ses côtés. Elle se réveilla en sursaut et se retrouva dans une pièce étrange. En se regardant dans le miroir, elle fut encore plus choquée de constater qu'elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à Takeshi. Essayant de comprendre ce qui se passait, elle se souvint de Joku, de la façon dont il avait blessé Takeshi, et du moment où elle s'était transformée en son petit ami en l'embrassant. Elle passa sa main sur ses lèvres, et la magie fut dissipée par le baume à lèvres. Kurumi se demanda quand elle avait acquis ce nouveau pouvoir. Joku apparut et lui dit qu'elle était encore plus belle ainsi, affirmant qu'il l'aimait ainsi. Kurumi, horrifié, déclara qu'il ne l'aimait pas, mais qu'il voulait simplement la voler à Takeshi par pure jalousie. Elle affirma que ni elle ni l'épée n'appartenaient à Joku et, furieuse, elle fit exploser la porte avec de la magie et s'enfuit tandis qu'il la poursuivait. Ignorant où elle était, elle croisa Wagami, surpris de la voir. Il lui demanda ce qu'elle faisait au quartier général de la caravane fantôme, et Kurumi, encore sous le choc, lui fit suffisamment confiance pour lui demander de l'aide. Elle expliqua qu'elle devait fuir Joku et cet endroit, et Wagami l'emmena dans sa chambre. Là, il expliqua que ses souvenirs étaient revenus, mais qu'il se souvenait encore de tout ce qu'il avait vécu dans le soutien du sorcier. Puis, Haruka, une fille agaçante du groupe, entra dans la pièce à l'improviste, faisant tomber Wagami sur Kurumi d'une manière compromettante. Haruka lui demanda quand il avait trouvé une petite amie, et ils répondirent rapidement que ce n'était pas le cas. Kurumi leur demanda de l'aide pour rejoindre Takeshi. Après une longue conversation, Haruka, irritée par Joku qui avait pris leur place, décida de les aider. Elles emmenèrent Kurumi hors de la pièce, lui expliquant que le château était créé par magie et que sa structure changeait constamment, comme les dortoirs de Poudlard. Elles la conduisirent au sous-sol, mais remarquèrent bientôt Joku s'approcher d'elle. Les filles se cachèrent tandis qu'Wagami l'affrontait. Connaissant bien Joku, un élève de terminale très intelligent, il reconnut Kurumi rien qu'à l'apparence de ses cuisses et s'approcha. Otaru lui suggéra de se transformer pour se cacher. Kurumi appliqua du baume à lèvres et, après un baiser passionné de Otaru, se transforma en elle. La vraie Otaru s'enfuit, et Joku ne reconnut pas Kurumi transformée, alors il passa devant. Wagami reconnut Kurumi et la conduisit vers la sortie, elle serrant son t-shirt, effrayée. Dehors, elles rencontrèrent Washiju, qui voulut parler à Wagami et l'emmena avec lui, laissant Kurumi seule. Malgré cela, elle continua à chercher un moyen de sortir du château, courant à travers les couloirs, mais l'endroit était un véritable labyrinthe, et elle fut bientôt épuisée. Elle n'avait toujours rien trouvé, mais tandis qu'elle essuyait la sueur de ses lèvres, sa magie s'évanouit et elle reprit son apparence normale. Kurumi, anxieuse, décida de continuer son chemin et trouva un couloir sombre. Dès qu'elle entra dans la pièce, la porte se referma derrière elle et un homme s'approcha. Elle fut d'abord surprise, mais lorsqu'il lui tendit calmement la main, elle accepta son geste. L'homme transforma alors un miroir géant en portail, et tous deux traversèrent ensemble. Kurumi fut surprise de se rendre compte qu'il se trouvait désormais dans un bureau, et terrifiée de découvrir que l'homme devant elle était le célèbre terroriste Kazuma, bien qu'il ne manifestât aucune intention de lui faire du mal. Pendant ce temps, chez Takeshi, il était devenu beaucoup plus fort, et sa mère décida de lui apprendre un puissant sort. Yuko dessina un cercle magique sur le sol et demanda à son fils de se concentrer dessus. Lorsque Takeshi suivit ses instructions, il se mit à léviter, absorbant le sort directement du nuage magique. Yuko l'observa avec tendresse et se souvint du temps où il vivait en famille heureuse. Poussée par cette nostalgie, elle cessa de s'entraîner. Avant de partir, Takeshi lui demanda pourquoi elle ne lui avait jamais dit qu'elle était mage, et Yuko répondit qu'elle ne se sentait jamais assez bien pour partager cette part d'elle-même. Soudain, elle s'évanouit et Takeshi la serra dans ses bras, réalisant qu'elle voulait lui dire quelque chose d'important, mais il la pressa de se reposer pour l'instant. Plus tard dans la journée, Takeshi réfléchit et conclut qu'il était désormais assez fort pour sauver Kurumi. Alors qu'il réfléchissait, Emui et Ena apparurent et lui dirent qu'ils n'iraient pas seuls. Elles étaient prêtes à le soutenir. Takeshi appuya alors sur le bouton de l'appareil magique, qui les téléporta directement au quartier général du caravane fantôme. Ils émergèrent à travers un miroir dans un couloir sombre, où Wagami et Otaru les attendaient déjà. Wagami fut surpris de voir Takeshi avec l'artefact magique qui aurait dû être avec Kurumi et lui demanda comment il l'avait obtenu. Takeshi, furieux,
et exigea de savoir où était sa petite amie. Wagami l'attaqua, affirmant que s'il voulait des réponses, il devait d'abord le vaincre. Takeshi bloqua l'attaque avec une épée de rechange et esquiva les coups grâce à sa vision d'attaque. Eda et Emui tentèrent de l'aider, mais Hotaru les arrêta en sortant une seringue. Wagami activa alors son pouvoir de libération, augmentant sa force et projetant Takeshi au sol. Il lança une balle magique et tenta un coup fatal, mais Takeshi se défendit avec un bouclier magique tout aussi puissant. Wagami commença à s'échauffer. Dans le combat qui s'ensuivit, Hotaru prit le dessus et dégaina une seringue spéciale pour achever Eda et Emui, mais le garçon déclara s'être retenu par respect et ne plus perdre de temps. Il lança une balle de feu qui détruisit sa seringue, puis la renversa d'un coup de tête. Emui soutint Takeshi et tira sur Wagami, qui riposta. Profitant de la distraction, Takeshi récita son sort et le termina au moment où Wagami chargeait à nouveau. Il libéra son aura d'épée et esquiva toutes les attaques avec aisance. Wagami répondit avec la sienne et repoussa Takeshi, qui appela Emui à l'aide au signal convenu. Takeshi tenta une nouvelle attaque, mais le lourd bouclier de Wagami dévia le coup et brisa son épée. Déterminé, Takeshi courut vers lui et demanda à Emui de tirer avec le bouclier. Elle obéit, et il synchronisa l'explosion magique avec un second type de sort sur son autre œil. L'attaque combinée brisa le bouclier et Wagami fut vaincu. Takeshi prétendit être désormais beaucoup plus fort et voire beaucoup plus loin, suggérant à Wagami de se rendre. Wagami accepta la défaite, et Eda amena Hotaru. Ils racontèrent à Takeshi tout ce qu'ils savaient sur ce qui était arrivé à Kurumi, bien qu'ils ignorèrent où elle se trouvait. La vision de l'attaque de Takeshi confirma qu'il disait la vérité, et il les remercia de leur aide. Cependant, ignorant où se trouvait Kurumi, il comprit que la mission était terminée et décida de rentrer chez lui. Il ignorait que Kurumi était avec Kazuma, qui lui révélait maintenant des secrets que lui seul connaissait. Takeshi rentra chez lui avec un mauvais pressentiment. Arrivé au portail, il vit Juku sortir de la maison couvert de sang. La scène le choqua et lui rappela le rêve dans lequel son frère avait tué leur propre mère. Il demanda ce que Juku avait fait, et son frère répondit que Yuko l'avait attaqué en premier et qu'il ne s'était défendu que lui-même. Furieux, Takeshi dégaina son épée et ordonna à Juku de s'écarter. Juku rit, affirmant qu'elle n'était pas encore morte. Il activa Libération, et Takeshi réalisa qu'il brandissait Eterna, désormais déformé par les ténèbres de sa personnalité. Juku lécha la lame et annonça qu'il allait tester ses nouveaux pouvoirs. Takeshi activa également Libération, et Juku décida de le provoquer davantage en ordonnant à l'épée de se transformer en humain. Voyant Eterna enchaînée, Takeshi la plaignit, mais il n'eut pas le temps de réagir. Elle, désormais impassible, obéit aux ordres de Juku et le projeta au loin d'un coup. Elle saisit l'épée de Takeshi et se prépara à porter le coup final, mais Juku l'interrompit et la transforma à nouveau en épée. Il voulait tuer son propre frère de ses propres mains, mais il décida d'abord de révéler un secret de famille. Juku expliqua que l'accident survenu 3 ans auparavant n'était pas de la faute de Takeshi, même s'ils le croyaient tous deux. En réalité, Yuko avait ordonné au chef de Camelot de tuer son plus jeune fils. Le plan échoua, et, réalisant que Juku boiterait à jamais, elle n'eut pas le courage de réessayer. Takeshi refusa d'y croire et accusa son frère de mentir, mais Juku affirma avoir appris cela après avoir interrogé sa propre mère. Elle avait pris cette décision parce que Kwal lui avait montré une vision du futur où Juku deviendrait un monstre terrible, et qu'elle avait tenté de l'en empêcher. Choqué, Takeshi dégaina son épée et maudit son frère. Juku, furieux des insultes, démontra sa puissance en détruisant tout le quartier. Il déclara qu'il était temps de tout régler une fois pour toutes. Takeshi ne voulait pas combattre son frère, mais il réalisa que Juku n'était plus la même personne et qu'il devait désormais l'arrêter pour protéger les autres. Tous deux se transformèrent. Juku se dota d'ailes démoniaques et enveloppa son épée de magie noire, tandis que Takeshi révélait sa nouvelle forme, appelée Crisis Edge. Juku se téléporta et attaqua, mais cette fois, Takeshi fut suffisamment rapide pour anticiper et parer ses mouvements. Le combat prit de l'ampleur, où Takeshi anticipa chaque coup et parvint à blesser Juku. Il arriva ensuite à l'endroit où son frère allait se téléporter et porta un coup fatal. Cependant, un éclair les sépara au moment de la collision. Takeshi leva les yeux et vit les armées du Wizard Brass et du Ghost Trailer s'affronter. Wing voulut les aider, mais Suga leur ordonna de rester en formation et de lui laisser le combat. De l'autre côté, Washiju menait les caravanes fantômes et leur ordonna de tuer tout le monde. La bataille entre les deux groupes commença, tandis qu'Eda et Emui s'affrontaient, tandis que Kurumi tentait également de retrouver Takeshi. En contrebas, Juku et Takeshi continuaient de se battre. Juku était plus rapide et plus impétueux, mais ne parvenait toujours pas à percer les défenses de son frère. Tous deux étaient épuisés, jusqu'à ce que Juku fasse une dépression nerveuse. Il disait ne plus savoir distinguer le bien du mal, se sentir perdu et vouloir que Takeshi le tue, car il était impardonnable d'avoir attaqué sa propre mère. Il ajouta également qu'il n'avait plus de foyer. Takeshi lui demanda de quitter la caravane fantôme et de rentrer chez lui, promettant qu'ensemble, ils régleraient tout. Désactivant sa vision d'attaque,
il tendit la main à son frère en signe de paix. Joku hésita, mais s'approcha lentement. Cependant, son épée dégageait une énergie menaçante. Kurumi les aperçut au moment où il s'apprêtait à se serrer la main et cria à Takeshi de reculer, mais il était trop tard. Lorsque Joku saisit la main de son frère, il se moqua de sa naïveté et l'attaqua. Kurumi courut le serrer dans ses bras, se plaçant entre eux et se retrouvant gravement blessé. Joku fut choqué d'avoir blessé la jeune fille qu'il aimait, tandis que Takeshi, désespéré, tentait de la réconforter. Il abandonna le combat pour la soigner. Lorsqu'Emui le vit, elle courut vers lui, ignorant l'ennemi, Suga la protégeant. Emui commença à soigner Kurumi, et Takeshi lui demanda de la surveiller pendant qu'il terminait le combat. Submergé par la rage, il déchaîna toute sa puissance contre Joku, qui persistait à affirmer que rien de tout cela n'était de sa faute. Mais Takeshi ne put se retenir. Il lança une série d'attaques qui repoussèrent son frère. Il le vainquit et tomba à ses côtés, déclarant qu'il était temps d'en finir. Sans plus d'excuses, Joku insulta de nouveau Takeshi, l'accusant de lui avoir pris Kurumi. Ils se battirent à nouveau, leur magie hors de contrôle, détruisant tout autour d'eux. Des éclairs noirs commencèrent à se propager, et le cercle magique d'Eterna se mit à se comporter étrangement, rendant le pouvoir des frères visible dans toute la ville. Loin du champ de bataille, Momoka semblait accomplir sa part de guerre. Réalisant que les pouvoirs des frères échappaient à tout contrôle, elle créa un trou noir et le lança sur eux, promettant à Kazuma qu'il serait satisfait. Le trou noir s'agrandit et engloutit la ville entière, ne laissant derrière lui qu'un cratère, ce qui choqua les amis de Takeshi. Dans la maison détruite de Takeshi, Kazuma soigna Yuko, tandis que Violet attendait dehors. Elle lui annonça qu'ils avaient accompli leur mission et pouvaient commencer à reconstruire le monde. Kazuma lui demanda pourquoi elle était restée fidèle malgré tous les changements, et Violet répondit qu'elle avait juré de le servir depuis qu'il lui avait sauvé la vie. Kazuma repensa au passé et sortit de sa poche une photo froissée de Kurumi en maillot de bain, celle-là même que, théoriquement, seul Takeshi aurait dû avoir. Il regarda Yuko, appela sa mère et promit que cette fois, il changerait le futur. Peu après, Takeshi se réveilla sur un banc, inconscient de l'endroit où il se trouvait et de ce qui se passait. Regardant autour de lui, il réalisa qu'il était à l'académie de magie Subaru et se demanda quand ils avaient reconstruit les lieux après la guerre. En explorant les environs, il aperçut sa mère, mais lorsqu'il décida de s'approcher, il remarqua le professeur aux cheveux verts debout à côté d'elle, devenu simple élève. Yuko et la jeune fille passèrent devant lui sans même le remarquer, et Takeshi fut stupéfait. Plus tard, il aperçut un panneau annonçant l'année 1998 et réalisa qu'il avait été renvoyé dans le temps par la magie d'Eterna, au moment de la confrontation avec Joku. D'autres événements étranges commencèrent à surgir. Takeshi vit Washiju et Momoka ensemble, accompagnés d'un ami nommé Tsukiyomi, dont il reconnut le nom comme celui du mage qui s'était sacrifié pour sauver sa mère. Puis Kazuma rejoignit le groupe. Tout commença à prendre sens pour Takeshi, jusqu'à ce que Joku apparaisse boitant et rejoigne le groupe comme s'il avait toujours été là. Takeshi ne comprenait pas comment cela était possible et souhaitait que ce ne soit qu'un cauchemar. Pourtant, c'était bien réel, et Joku dit à Takeshi de se préparer, car ils devraient bientôt se battre à nouveau pour régler leur compte. À ce stade, la première saison s'est terminée.